Le président de la République exprimait ses vœux pour la nouvelle année, 18 minutes comme l'avait annoncé l'Élysée, des vœux optimistes. Il a très vite abordé le sujet de la réforme des retraites, pas d'annonce concrète de retrait ou de nouvelles dispositions, mais le président a réaffirmé sa détermination. Je le cite, la réforme des retraites sera menée à son terme et il a également appelé à l'apaisement. Mes invités en plateau, Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC et vice-présidente du CESE, et Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe SNES FSU de Versailles, premier syndicat de l'enseignement, et Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique. D'abord, Gilles, on se demandait surtout si le président de la République allait parler de la réforme des retraites. Il l'a fait, très rapidement d'ailleurs. Il l'a fait assez rapidement, mais il l'a fait à minima pour dire ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que la réforme sera menée à son terme. On se doutait qu'il le dirait, c'est fait, il l'a dit, il est très peu rentré dans les détails. Une petite allusion à la pénibilité quand il a dit la réforme prendra en compte les tâches difficiles pour partir plus tôt. Ça veut dire clairement qu'il y aura de la pénibilité dans la réforme et que ceux, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont des métiers pénibles, eh bien, pourront partir plus tôt. Et puis, il a redonné la main à son Premier ministre, qu'il a d'ailleurs, en disant « Je demande au gouvernement d'Édouard Philippe de trouver les voies d'une sortie de crise par le consensus ». Voilà, il faudra se satisfaire de ça. Alors, effectivement, il a fait l'éloge de sa réforme en disant qu'elle était plus juste que le système précédent. Oui, c'est un discours qu'on avait déjà entendu. Et puis, il a redit qu'il fallait que le système soit équilibré parce qu'il a lié l'équilibre avec l'origine de la réforme, que les pères du système actuel de réforme, le Conseil national de la résistance, s'étaient souciés de l'équilibre de la réforme et que lui ne veut pas donner à la France une réforme qui ne soit pas, même depuis le début, équilibrée. Mais enfin, franchement, sur les retraites, il a fait le service minimum. Bon, alors évidemment, il n'a pas parlé que des retraites en 18 minutes. Que faut-il retenir de son allocution? Alors, mis à part les retraites dont on reparlera avec nos invités, j'imagine, j'ai surtout retenu deux choses. D'abord, le quinquennat n'est pas fini. Emmanuel Macron a été élu sur la promesse de réformer la France, de bouger le pays, et il l'a dit tout de suite, avant même de parler de réforme. Il a dit que l'immobilisme n'était pas un programme, qu'il fallait encore bouger ce pays et qu'il n'arrêterait pas de le faire, que la réforme, ce serait jusqu'à la fin du quinquennat. Donc à ceux qui lui demandent de ralentir, de s'arrêter de réformer, c'est un débat qui a lieu dans la majorité. Beaucoup disent maintenant il faut se calmer, il faut arrêter de mettre des sujets provocateurs sur le tapis et davantage gérer. Il dit non, j'ai été élu pour réformer, il n'y aurait rien de pire que l'immobilisme et donc je continuerai à réformer le pays. Deuxième point que j'ai retenu, et c'est vrai que c'est assez nouveau dans des vœux, la présence assez importante de l'écologie quand il a dit que 2020 devait être une année écologique et particulièrement ce qu'il attend du Conseil citoyen pour l'écologie. Vous savez, ces 150 citoyens tirés au sort qui, enfin en ce moment, pas en ce moment, mais ces jours-ci travaillent sur des propositions. Il a dit qu'il en attendait beaucoup. Ça fait peut-être référence à ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que les propositions issues de ce Conseil eh bien, pourraient être inscrites à l'ordre du jour des assemblées ou soumises à référendum. Mais voilà, la nouveauté, c'est le trait appuyé sur l'écologie. Je vous remercie Gilles. On va maintenant laisser la parole à nos invités. Alors qu'avez-vous pensé de cette prise de parole tant attendue du président ? Assez peu de surprises finalement. Sur les retraites, on a des éléments de langage qu'on avait déjà entendus sur le caractère juste de la réforme, sur la position des femmes, sur la position des précaires. Or, on sait que ces éléments de langage-là, ils ne résistent pas à la confrontation avec le réel. Quand Emmanuel Macron dit 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à tout le monde, on sait très bien que ce qui va se passer, c'est que chacun va regarder, pourrait regarder quelle est la valeur du point, quel est le rendement du point, et à partir de là, certains seront en mesure de se tourner vers l'épargne privée et donc d'avoir une retraite plus importante que d'autres, et c'est donc bien la porte ouverte à des inégalités très loin des beaux discours sur la justice sociale et l'équité. Quand Emmanuel Macron dit c'est une réforme qui est faite aussi pour les femmes, on sait que les femmes ont des carrières qui sont beaucoup plus hachées, elles subissent plus que d'autres le temps partiel. Or, en calculant la retraite sur l'ensemble de la carrière, on voit bien que les femmes vont être pénalisées du fait de ces carrières. Quand il nous parle également des précaires, avec derrière, on entend déjà la petite musique du 1000 euros, le minimum retraite 1000 euros qu'on a déjà entendu. Il faut quand même rappeler que 1000 euros, c'est inférieur au seuil de pauvreté quand on le calcule à 60% du revenu médian. Donc, mais après, la question, c'est est-ce qu'on veut aujourd'hui que des gens soient en dessous du seuil de pauvreté à la retraite? Si on ne le veut pas, allons plus loin dans les discussions. Le système dont vous dites qu'il est parfait aujourd'hui, vous dites non, justement, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien entendu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour autant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on peut avoir cotisé à temps plein et toucher moins de 1000 euros. Pourquoi ne pas reconnaître que
si dans une réforme, en cotisant à taux plein, on va toucher 1 000 €, en laissant admettre que ça sera certainement plus après, pourquoi ne pas dire que c'est un progrès ? Même si c'est pas parfait, j'entends, c'est pas parfait. Alors, pourquoi ne pas reconnaître les points positifs ? Deux choses. Tout à l'heure, je n'ai pas dit que la réforme actuelle était une bonne chose. J'ai d'ailleurs dit que elle, aujourd'hui, que le système actuel avait des imperfections et que d'ailleurs, nous, on était prêts à l'améliorer puisqu'on ne peut pas se satisfaire de certaines situations, notamment pour les femmes ou notamment dans l'éducation nationale, ce qui se passe sur les fins de carrière. Aujourd'hui, dans un pays qui est le nôtre, avec la production de richesse qui est la nôtre, peut-on se satisfaire que des gens partent à la retraite, que des gens vivent avec 1 000 €. Nous, ce qu'on dit, c'est non, tout simplement, puisque c'est inférieur au seuil de pauvreté tel qu'il est défini aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la situation actuelle où ils gagnent encore moins. Mais donnons-nous les moyens d'améliorer réellement la situation de tout le monde, plutôt que... Avant de rentrer dans le détail, je voudrais... Parce que derrière, c'est la question du financement qui est Avant de rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail, on a du temps. Je voudrais quand même avoir la réaction de Pascale Coton, s'il vous plaît, vice-présidente de la CFTC. Merci. Donc j'ai noté qu'il a bien dit depuis le premier mot des retraites, c'était de dire que ce serait une retraite avec une réforme qui serait menée à son terme. Il a donné 2 mots, il a dit justice et progrès social. Donc dans la colonne justice, il y a des choses qui nous conviennent, qui ont été écrites dans le rapport de Levoy sur lequel nous avons travaillé, des choses avec le Premier ministre. Il y a quelque chose qui nous interpelle quand même, c'est lorsqu'il dit que celui qui, même à 62 ans, il faudra qu'il aille travailler plus longtemps, sinon il aura un abattement de moins 10%. C'est absolument énorme. Donc ça, pour nous, c'est pas de la justice. On ne peut pas le mettre dans la colonne justice. Celui qui aura rempli toute sa mission de travailler 42 ou 43 ans, lorsqu'il arrive à 62 ans, pour nous, on dit il n'y a pas de décote possible, il n'y a pas de dégrèvement possible, il faut qu'il puisse partir avec sa retraite pleine et entière. Donc est-ce que c'est dans la colonne justice et qu'il le rectifie et qu'on va avoir justement, ça fera partie du compromis, pourquoi pas. Partir plus tôt pour tâches difficiles, bien évidemment, c'est la pénibilité, mais j'espère qu'il n'oublie pas les carrières longues, ceux qui ont commencé très tôt et qui arrivent à 60 ans avec tout leur trimestre, parfois même avant. Et puis, lorsqu'il dit les carrières hachées, agriculteurs, les commerçants, il a parlé des femmes, oui, une femme sur 2 à la retraite vit en dessous du seuil de pauvreté, donc de le prendre en compte, c'est bien. Parler de l'ensemble de la carrière, oui, mais là, il y a des éléments, il y a plein de moments de la carrière qui ne sont pas pris en compte pour la femme, qui vont l'être par des points notamment, mais on rentrera plus dans le détail puisque vous l'avez dit. Il a également dit que beaucoup travaillaient au-delà de 64 ans pour avoir un taux plein. Ça veut dire qu'ils gardent l'âge pivot de 64 ans pour essayer de faire en sorte que le taux plein passe à 64, ce qui est une bonne solution pour les précaires, pour les femmes, on le dit, on est d'accord avec ça, 3 ans de moins, mais sous quelles conditions? On ne parle pas de décote, est-ce qu'il y a un abattement? Je ne suis pas sûre. En tout cas, il n'était pas là. Peut-être pas le moment pour aborder pour ça que je ne suis pas sûre que derrière tout ça, il ait des propositions fermes aujourd'hui. Ça fait peut-être partie des négociations que nous pourrons avoir avec le Premier ministre, puisqu'il dit mais alors ça, justement, la route du compromis est en route. Cette phrase, c'est-à-dire il faut un système équilibré, mais j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans les respects de principes que je viens de rappeler. Vous considérez que ça va plutôt dans le bon sens, c'est une ouverture en disant bon bah après tout si on peut se débrouiller autrement qu'avec l'âge pivot, tant mieux. Vous avez plutôt l'impression que c'est de la fermeté et une fermeture. Comment prenez-vous cette phrase? Pour nous c'est une ouverture. Le Premier ministre, la dernière fois que nous l'avons vu, au moins 20 fois dans les 2 heures on était dans son bureau, il a dit à la CFTC il y a un cocktail de possibilités d'améliorer la situation, notamment sur l'âge pivot, il suffira de trouver le bon cocktail. On a donné des éléments du cocktail, à lui de construire le cocktail qui convienne bien à tout le monde. Vous y croyez? Je pense qu'il n'a pas le choix. Honnêtement, à la date d'aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus le choix. Vous pensez que le Premier ministre est capable de sortir un texte sans âge pivot, mais qui garantit quand même l'équilibre? Alors je ne sais pas si ça sera âge pivot, âge de référence. En tous les cas, on verra les mots qui le mettent d'équilibre, on verra les mots qu'on mettra là-dessus. En tout cas, on va écouter ensemble la réaction de Yves Verrier, secrétaire général, Force ouvrière. J'espérais surtout qu'il ait compris, le président de la République, à quel point son projet ne passe pas. Il nous a resservi les mêmes arguments de vente, les mêmes arguments marketing qu'on entend depuis plus de 2 ans, qui n'ont pas convaincu, bien au contraire, à 2 reprises. Les chiffres du ministère de l'Intérieur donnent près d'1 million de manifestants. Il y a des grèves depuis le 5 décembre. Il faut que le gouvernement comprenne, que le président comprenne que ce projet, il n'arrive pas à l'expliquer, il n'arrive pas à convaincre. Il fallait revenir au point de départ, sans préalable, à la table de négociation. Nous y sommes prêts. Alors, est-ce que tout va se jouer
Alors, est-ce que tout va se jouer le 9 janvier prochain lors de la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle? Gilles? Tout, non, mais c'est sûr que ça va compter. Alors, à la différence de la semaine dernière, il y a des négociations avant cette grève. Le 7 janvier. Voilà, le 7 janvier commencent des négociations. Je ne sais pas quand vous êtes conviés et avec qui. Vous savez que c'est des négociations dans différents ministères, Agnès Buzyn. Alors, le 7 janvier, c'est pour la pénibilité et la gestion des fins de carrière. Voilà, mais donc c'est dans différents ministères. Le 13 janvier, ce sera pour la fonction hospitalière. On fera un petit récapitulatif. Ce n'est plus Édouard Philippe qui mène le tout, mais chaque ministre, Agnès Buzyn, Laurent Pietraszewski, Jean-Baptiste Djebbari, chacun prend, j'imagine, Jean-Michel Blanquer, chacun prend sa part des négociations. Donc beaucoup va se jouer dès le 7, puisque à ce moment-là, les partenaires sociaux, dont mesdames, verront à quel point les ouvertures faites par le président de la République se traduisent ou pas dans les propositions du gouvernement. Donc j'imagine que le 7, le 8, après ces négociations, eh bien, on aura une idée du fait, on commencera à voir si les syndicats réformistes commencent à adhérer à la réforme ou pas. Mais il est sûr, vous avez raison Céline, que le 9 sera un baromètre important. Est-ce que le 9 marquera un surcroît de mobilisation par rapport aux précédentes journées, celle du 5 et celle du 12, c'est ça? Celle du 5 et celle du 12, ou est-ce que la mobilisation, alors justement, la mobilisation sera en retrait? faiblit depuis. On verra. Mesdames, est-ce que vous vous attendez à une forte mobilisation? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, il y a eu le 5, il y a eu le 10 décembre, il y a eu le 17 décembre également. Il faut rappeler que le 17 décembre, dans l'éducation nationale, la mobilisation avait été plus forte que le 10. Et la particularité, c'était que le 17 décembre arrivait après les annonces d'Édouard Philippe et de Jean-Michel Blanquer. Donc ça donnait déjà quand même un élément important de l'état d'esprit du monde de l'éducation nationale, qui n'était absolument pas dupe de ce qui avait été annoncé par Jean-Michel Blanquer quelques jours auparavant. Là, nous, on voit ce qui s'est passé depuis le 17. C'est beaucoup d'échanges avec la population. Les personnels de l'éducation nationale ont participé à différentes initiatives, par exemple de distribution de tracts, de réunions, y compris là pendant les vacances. Et l'accueil est plutôt bon. Donc on va continuer ce travail-là, on va se réunir dans nos établissements à la rentrée. Vous êtes prêts à la rentrée? Pour les parents qui nous regardent, le 6, le jour de la rentrée, il y aura école ou il n'y aura pas école? L'appel à la grève concerne le jeudi 9 janvier. Rien avant. Nous nous inscrivons, au SNCF-SU, nous inscrivons dans la grève qui est annoncée le jeudi 9 janvier. On va se réunir, pour l'instant c'est une journée de grève le jeudi 9 janvier. C'est important, donc a priori il n'y aura pas d'école bloquée la première quinzaine de janvier. C'est un seul jour de grève. C'est une journée de grève le jeudi 9. Nous, ce qu'on appelle à faire au SNCF-SU, c'est se réunir le lundi, mardi, mercredi pour préparer cette journée-là. Ensuite, il se passera cette journée de grève et comme au mois de décembre, on se réunit le soir, le lendemain pour savoir ce qu'on fait. Alors, le président de la République a aussi appelé à l'apaisement. Est-ce que cet appel va être entendu, Pascal Cotton? Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on a participé à une journée d'action le 17 décembre parce qu'on n'était pas entendu, notamment sur l'âge pivot. On ne lance pas de mouvement de grève ni de manifestation aujourd'hui. On sera dans la rue le 9 janvier. Si dans les négociations sur pénibilité, mesure d'âge ou sur l'âge pivot, c'est complètement bloqué, c'est sûr. Mais pour l'instant, non. Nous, on n'est absolument pas dans la manifestation ni dans la rue. Gilles, j'ai une question pour Madame Vénidité. Le président de la République, je l'ai noté, dit « Nous entamerons la revalorisation et la transformation des carrières des enseignants, des professeurs et des soignants. Nous continuerons de faire de l'école, de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie le socle de notre société. » Est-ce que vous faites confiance au président de la République? Il le dit, il sait que ses propos ils peuvent lui être soumis autant de fois qu'il le faudra. Est-ce que vous lui faites confiance ou vous pensez que ce sont des propos en l'air? Quand on regarde la réalité, on a du mal à lui faire confiance. Il a dit l'école va être le socle de son projet de société, notamment là dans les mois qui viennent. Or, il se trouve que nous, on a déjà les chiffres de la préparation de la rentrée 2020. Là, on sait comment on va préparer la rentrée 2020. Dans les collèges et les lycées, il est déjà annoncé par le ministère des suppressions de postes. Donc ça veut dire toujours moins d'enseignants, alors même qu'on a plus d'élèves. Donc c'est difficile de croire. Et sur la revalorisation est à l'éducation nationale. Sur la revalorisation, c'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps, que les enseignants, mais pas seulement, parce que souvent le ministre de l'Éducation nationale parle uniquement des enseignants. N'oublions pas qu'il n'y a pas que dans l'éducation nationale. Et il parle de revalorisation. Sauf que, vous l'avez dit vous-même, il lie la revalorisation à une redéfinition du métier. Peut-on nous citer une autre profession aujourd'hui à qui on dit on parle des retraites, on vous fait accepter les retraites à condition de redéfinir complètement votre métier. Nous sommes la seule profession à qui un tel chantage, puisque c'est bien un chantage, est proposé, est imposé. Parce que derrière le mot redéfinition, il y a des choses très claires qui ont déjà... Non mais Jean-Michel Blanquer s'est déjà exprimé là-dessus et le président de la République s'était déjà exprimé sur ce sujet-là à Rodez il y a quelques mois. Derrière la redéfinition du métier, il n'y a ni plus ni moins qu'un alourdissement
des tâches, un alourdissement des missions des enseignants et des autres personnels de l'éducation nationale. Comment aujourd'hui, quand on sait ce qu'on vit dans l'éducation nationale, quand on sait l'année que nous avons vécue dans l'éducation nationale, en termes de mobilisation, mais aussi de dégradation des conditions de travail, comment peut-on penser qu'on va nous imposer une redéfinition de nos missions qui vont consister à alourdir, à dégrader notre métier? Je voudrais juste non, mais parce que vous répondez pas vraiment à la question. Mais justement, si vous me laissez terminer, il dit je vais augmenter vos salaires, vous ne le croyez pas, vous pensez que c'est du pipeau total. C'est que, alors, deux choses, puisque là-dessus, le ministre a déjà été un peu plus loin en disant l'augmentation va se faire sur les 18 prochaines années, 3 quinquennats. Comment peut-on croire un gouvernement qui, dès lors qu'il est arrivé au pouvoir, s'est empressé de remettre en cause les accords salariaux qui avaient été passés avec le précédent gouvernement? Comment peut-on croire un gouvernement qui s'est attelé à alourdir toujours plus notre travail? Je pense à ce qui se passe aujourd'hui dans les lycées en lien avec la réforme du lycée, la réforme du bac. Il faut entendre ce qui se dit dans les salles des profs, des collègues qui craquent à la récréation parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'ils subissent les injonctions des uns et des autres. C'est une réalité quotidienne dans les lycées aujourd'hui. J'imagine que vous en débattrez avec Jean-Michel Blanquer. C'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête. Et si aujourd'hui, la proposition du ministre et la proposition du gouvernement, c'est travailler plus maintenant ou soyez pauvres plus tard, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas accepter. Alors, on va tout de suite parler de cette allocution avec Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Est-ce que vous êtes bien avec nous en ligne? Oui, je suis avec vous. Bonsoir Céline Verzelletti. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette allocution? Écoutez, moi, je trouve ça assez incroyable. Je me doutais que voilà, il serait finalement pas à la hauteur, et c'est ce que confirme son discours. Emmanuel Macron n'a strictement rien compris. Il a été en dessous de tout, et on voit bien qu'il n'a absolument pas entendu. De tout, c'est un peu fort. Il n'a pas entendu la colère de la population. On a l'impression qu'il vit complètement dans un autre monde. C'est comme s'il ne s'était rien passé depuis plusieurs mois, comme s'il n'y avait pas de mobilisation. Il nous a dit, en résumé bien évidemment, que tout ce qu'il a pu faire suite à la mobilisation, par exemple des Gilets jaunes, c'était très bien. Il y a eu des emplois, il y a eu du pouvoir d'achat, etc., etc. Que ce qu'il va faire plus tard, ça sera très bien aussi, notamment en parlant de la réforme des retraites, que c'est une bonne réforme, c'est pour plus de justice, c'est pour plus d'égalité, alors que précisément, de plus en plus, il y a des inégalités, il y a de la pauvreté, il y a de la précarité, et il nous sert des paroles qui sont complètement à l'inverse de ce que crée sa politique. Et on le voit bien dans les actes. Il refuse d'augmenter le SMIC. Il a imposé une réforme de l'assurance chômage qui va pénaliser les plus pauvres. Il refuse d'augmenter justement les fonctionnaires. C'est systématiquement ce qu'il fait, c'est précariser un peu plus la population, et c'est surtout ne rien donner, alors qu'on l'a vu justement, les marchés boursiers se portent très bien, qu'il y a des milliards de dividendes qui sont versés au niveau des entreprises du CAC 40, et que ces dividendes sont de plus en plus importants, donc les richesses, elles sont là. Donc c'est toujours le président des très riche, il ne sert pas l'intérêt général, et il n'entend absolument pas justement les préoccupations de la population. Donc le bras de fer va continuer, si on vous comprend bien. Bien sûr, là je dois dire que quand il dit qu'il ira jusqu'au bout pour justement sa réforme des retraites par points, nous, obligatoirement, ça nous montre qu'il faut qu'on soit encore plus, on est déjà très déterminés, en tout cas qu'on doit amplifier la mobilisation, l'élargir de plus en plus, et qu'il ne faut absolument pas qu'on lâche, parce que oui, la seule chose qu'il comprend, c'est vraiment un rapport de force, puisque justement, il n'entend pas du tout discuter ou négocier quoi que ce soit avec les organisations syndicales, puisqu'en plus il a quand même quelques petites phrases un petit peu assassines qui, je pense, sont adressées notamment à ceux qui s'opposent à ces choix, à ces politiques menées. Alors vous appelez justement au blocage des raffineries et dépôts du 7 au 10 janvier. Vous pensez qu'avec ces actions, vous allez pouvoir obtenir un retrait de la réforme? Qu'est-ce que vous attendez de ces actions? Eh bien écoutez, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de secteurs professionnels qui se mettent dans la bataille, qui soient en grève reconductible, qu'il y ait de plus en plus de salariés qui puissent s'engager dans la bataille. On sait que la population, elle ne veut pas de cette réforme, mais c'est vrai qu'il faut agir, parce que simplement être opposé, ça ne suffira pas, et il faut qu'on soit tous ensemble, le plus unis possible, solidaires, et on voit qu'il y a une solidarité qui est très importante, et selon ces moyens,
agir vraiment pour qu'il retire sa réforme, son projet, puisque ce n'est qu'un projet, et finalement, ça ne coûterait rien de retirer ce projet, et enfin qu'on discute et qu'on agisse pour améliorer le système actuel des retraites, parce qu'il faut améliorer en effet le système des retraites, et nous avons de multiples propositions, il faut qu'ils les entendent. Alors justement, la crise des Gilets jaunes avait rejeté le rôle des syndicats. Est-ce que cette réforme vous a permis de reprendre votre place, de retrouver une forme d'union syndicale ? Écoutez, nous, on n'a jamais perdu notre place. On a toujours été là dans les entreprises. Enfin, les organisations syndicales sont des outils au service des salariés. Et les salariés auront toujours besoin de s'organiser dans les entreprises. On le sait bien. Il faudra toujours, de toute manière, créer un rapport de force, que ce soit dans l'entreprise, localement ou aussi nationalement, pour obtenir de vraies avancées, parce que ça a toujours été comme ça. Et là, aujourd'hui, on est même malheureusement sur la défensive, puisque on nous attaque, on enlève, en tout cas, c'est ce que fait le gouvernement depuis le début de son quinquennat, et ça a commencé d'ailleurs avant. C'est systématiquement, on supprime des acquis, ça c'est une chose. Nous, il faut qu'on se défende, bien évidemment. Et après, on veut aller plus loin. Nous, on veut obtenir de vraies avancées. C'est pour ça que la mobilisation, elle doit être importante. Mais oui, en effet, aujourd'hui, on est beaucoup plus unis entre les différentes organisations syndicales. Il y a une intersyndicale et qui va durer dans le temps. Et ça, c'est très bien, en effet, qu'on soit de plus en plus unis. Je vous remercie. Quelle que soit l'appartenance. Merci à vous. Merci Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Alors, on l'a entendu, la CGT est assez remontée. Quelle peut être l'issue qui ne remette pas en cause la légitimité d'Emmanuel Macron, en tout cas sa capacité à se représenter? Parce que là, on a bien compris que le bras de fer allait durer. C'est sûr que la question est posée. Au-delà de la réforme des retraites se joue là, dans les semaines qui viennent, une question politique, parce que Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, a été élu sur une promesse de réformer la France, et on a vu qu'il voulait continuer à le faire. Et on entend souvent dire, les macronistes dire, la seule chose que l'opinion ne nous pardonnerait pas, c'est d'arrêter de bouger, c'est de ne plus être en marche, c'est d'être immobile. On part au bras de fer, là clairement on part au bras de fer, parce que c'est vrai que même si le président a dit, voilà, je demande au Premier ministre de trouver une voie de sortie et un consensus pour trouver de la réforme, il n'a reculé sur rien, il dit que la réforme se fera, il n'en a pas parlé beaucoup, il n'a pas fait preuve d'énormément d'empathie vis-à-vis de la population en lutte, donc il maintient son... Pas surtout, il a quand même fait quelques... Oui, bien sûr, il a fait quelques avancées sur la... Mais globalement, il a quand même tenu, enfin, si on doit que... Dans l'échelle des concessions, il n'en a pas fait énormément ce soir. Bon, on a vu les réactions. On a vu la réaction de Madame pour les enseignants. On a entendu Yves Verrier pour Force ouvrière. Et on vient d'entendre Madame Verzelletti pour la CGT. C'est sûr que le combat continue. Et comme a essayé de le faire dès ce soir Madame Verzelletti, les syndicats durs vont se servir de cette intervention en disant le président n'a rien compris pour accélérer la mobilisation. Donc c'est vrai, on verra dans les prochains jours si la mobilisation continue. Là, on va à l'épreuve de force. Et pour répondre à votre question, s'il gagne, eh bien il aura gagné, il aura fait passer cette réforme. Alors après, il y aura certainement des conséquences sociales, un dialogue social qui sera compliqué dans le reste du quinquennat, mais en tout cas, il aura fait passer cette réforme. Si à la fin des fins, il n'arrive pas à la faire passer, sa capacité à réformer le pays sera entamée et de fait, sa capacité à parler à nouveau à la population française à travers l'élection de 2022, cette question sera posée. Le retrait de la réforme, on n'en est pas là du tout. Il n'a pas laissé la moindre place à ça. Mais en 95 non plus, Alain Juppé et Jacques Chirac n'avaient pas laissé la place à ça. Si retrait de la réforme il devait y avoir, ce que rien ne laisse penser aujourd'hui, c'est sûr que sa capacité à se représenter serait questionnée. Mais par exemple, le Rassemblement national propose un référendum. Est-ce que ça pourrait être une issue? Non, ça j'y crois pas un instant. D'abord parce que la réforme des retraites, les Français ont déjà voté dessus. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu avec 66% des voix, donc d'une certaine manière, les Français ont voté pour cette réforme. Alors ils n'ont pas vraiment voté pour les modalités de la réforme, ils n'ont pas voté pour les détails de la réforme, mais le fait que cette réforme devait se faire a été entériné. Deuxième chose, les référendums ont du mal à trancher les questions compliquées. On l'a vu avec le Brexit, c'était très simple la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la sortie du Royaume-Uni? Les Anglais ont voté pour, mais ils n'ont pas voté pour un Brexit dur, un Brexit mou, avec deal, sans deal, etc. Une fois qu'on a voté pour une réforme des retraites, la complexité reste. Donc je ne crois pas qu'une question comme le référendum puisse faire l'objet, une question comme les retraites, pardon, puisse faire l'objet d'un référendum. Allez, je vous propose d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux avec Benjamin Savard, les réseaux sociaux où les réactions se multiplient depuis la prise de parole du chef de l'État.
Effectivement, avec un hashtag vœux Macron en tête des tendances dans la catégorie France. Et ce tweet de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui est très critique, encore une fois, envers Emmanuel Macron, et qui tweet une fois de plus 3 petits points. Rien, signé Marine Le Pen. De l'autre côté de l'échiquier politique, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et président du groupe La France Insoumise. Il tweet « Ce ne sont pas des vœux, mais une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Tout le reste de son discours sonne faux et creux. Un extraterrestre a parlé, hashtag vœux Macron 2020. Pour Olivier Besancenot, Emmanuel Macron préfère présenter sa camelote de son monde de légende plutôt que ses vœux, consternant de décalage et de mépris face au refus majoritaire de son projet de loi. La lutte sera menée à son terme et il illustre son propos avec une phrase de Coluche: la France va mieux, pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. Enfin, Nadine Morano pour les Républicains. Nadine Morano tweet: dans son bilan d'autosatisfaction pour 2019, Emmanuel Macron a oublié de rappeler que la dette de la France dépasse maintenant 100% du PIB qui pèsera sur les générations futures, tant il explose la dépense publique. Hashtag vœux Macron 2020. Je vous remercie Benjamin Savard pour ce tour du net. On sans surprise, l'opposition critique cette prise de parole du chef de l'État. On va revenir d'ailleurs sur cette prise de parole. Si vous ne l'avez pas suivie, voilà quelques extraits. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Voilà ce qu'on peut retenir, en tout cas les grands moments entre guillemets de cette allocution présidentielle. Gilles, qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment ? Évidemment, c'est cette réforme des retraites, mais au-delà de cette réforme des retraites, le président de la République fait de la politique, il fait toujours de la politique. Ce président de la République qui venait de la société civile, qui s'est vendu lui-même comme apolitique, il n'arrête pas de faire de la politique. Que se passe-t-il, si vous me laissez quelques secondes? Emmanuel Macron a été élu plutôt avec des voix de gauche, plutôt avec l'électorat de François Hollande, ou en tout cas il faisait du en même temps, et de gauche et de droite. Et puis les 2 premières années du quinquennat, les premières réformes, sa façon d'appréhender la fonction présidentielle ont fait que, aujourd'hui, on l'a vu aux européennes, l'électorat d'Emmanuel Macron est plutôt, c'est vrai, un électorat de centre-droite. On a vu, il a siphonné l'électorat des Républicains aux européennes. Et cet électorat de centre-droite, il a des attentes, parmi lesquelles il faut supprimer les régimes spéciaux et il faut faire un bras de fer avec les syndicats. Ça fait partie de la panoplie que doit revêtir un candidat qui veut avoir les voix du centre-droit. Et donc Emmanuel Macron, il prépare sa réélection. Il a besoin de ces voix-là. Le paradoxe est donc que cette réforme, on peut la trouver de gauche, de droite, on peut la trouver injuste pour vous, mais il n'y a pas rien dans cette réforme. Il y a un certain nombre de choses. En particulier, elle va coûter de l'argent, elle va peut-être creuser les déficits. Le président n'en parle pas beaucoup parce qu'il veut mettre l'accent sur les aspects plutôt de centre-droit de sa réforme. Donc, au-delà de la réforme elle-même, il prépare sa réélection et il flatte son nouvel électorat, celui dont il pense qu'il assurera sa réélection en 2022. Sophie Vénétité, vous êtes secrétaire adjointe SNES-FSU. Pascal Coton, vous êtes vice-présidente de la CFTC. Est-ce que vous allez pouvoir tenir financièrement ce bras de fer ? Comment ça va se passer dans les prochaines semaines? Alors, déjà, on voit que la solidarité s'est organisée dans l'éducation nationale, mais aussi ailleurs, à travers la constitution de caisses de grève. Nous, dans l'éducation nationale, on avait un certain nombre de collègues qui avaient anticipé la journée du 5 décembre, puisqu'elle était annoncée depuis longtemps. Et ce qui est marquant, quand même, sur ces dernières semaines, c'est la détermination des collègues à tenir cette mobilisation. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu, il faut se rappeler, en 10 jours, on a eu 3 grèves majoritaires dans les collèges et les lycées. Enfin, quel ministre de l'Éducation nationale a autant fait l'unanimité contre lui sur cette réforme-là?
Il y en a eu très peu ces dernières années. Donc il y a une détermination, il y a une colère qui s'exprime. Je le disais tout à l'heure, l'année a été très difficile dans l'éducation nationale. La parole s'est libérée sur nos conditions de travail, sur nos salaires et sur les retraites. Et c'est tout ça qui s'exprime et qui va continuer à s'exprimer le 9 janvier, mais aussi après. Il y a des collègues qui nous disent déjà, mais de toute façon, nous on va continuer parce qu'on ne peut pas accepter l'horizon qu'on nous propose en termes de retraite, en termes de salaire, en termes de conditions de travail. Vous avez beaucoup parlé de 2022. J'ai envie de dire, mais avant 2022, nous, dans les collèges et les lycées, là c'est la semaine prochaine on va retrouver nos élèves, c'est comment est-ce qu'on travaille avec eux pour les préparer au bac, comment est-ce qu'on travaille avec eux pour la fin de l'année. C'est ça notre réalité, c'est ça qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui, en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de reconnaissance, c'est quelque chose qui doit se faire immédiatement. Nous, on n'est pas là pour penser à 2022, à la réélection de quiconque. On est là pour parler des enjeux immédiats de l'éducation nationale, des élèves et des personnels. On a le sentiment que c'est un peu comme les gilets jaunes, où on sentait que les gens sur les ronds-points disaient des réalités incontestables, mais qui remontaient à plusieurs dizaines d'années et qui n'étaient pas le fait d'Emmanuel Macron. Je comprends très bien la situation que vous décrivez, mais est-ce la faute uniquement du gouvernement actuel? Alors, en fait, la question des retraites, c'est évident, a catalysé un certain nombre de choses. Après, sur les retraites, il faut quand même rappeler que les enseignants, et c'est reconnu par tout le monde, sont les grands perdants d'un système par points. Donc il y a eu ce déclencheur-là, sur lequel il y a d'autres colères qui s'ajoutent, mais ces colères-là, elles ont été amplifiées par Jean-Michel Blanquer depuis son arrivée. La question des conditions de travail, on a un ministre qui nous parle de bien-être au travail, qui nous parle des colibris et des platanes, sauf que pendant ce temps-là, on a 35 élèves, voire plus, dans nos classes. On a un ministre qui nous dit qu'il fait une réforme du lycée et du bac pour plus de choix pour les élèves et pour que les choses se passent mieux. Nous, au quotidien, on voit que les choses ne se passent pas mieux. Donc, il y a très clairement des dégradations qui remontent à un peu plus loin, mais les choses se sont accélérées depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, depuis le début du quinquennat. Et finalement, toutes ces colères-là, elles se sont certainement agglomérées au moment de la mobilisation sur les retraites. Et aujourd'hui, elles donnent cette mobilisation qui est très importante dans l'éducation nationale et qui n'est pas près de retomber. Alors, on parlait de l'aspect financier. Pascal Cotto, comment les grévistes vont pouvoir s'en sortir financièrement? Mais nous, c'est pas un souci puisque la CFTC n'appelle pas à la grève. Et en plus, nous, CFTC, on n'a pas de caisse de grève. C'est pour ça aussi qu'on va jusqu'au bout de la négociation pour pas faire perdre d'argent aux salariés. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on est en train d'organiser un beau gâchis. Ça fait 2 ans que l'on travaille sur le sujet des retraites, qui est venu, comme vous venez de le dire, agglomérer tout un tas de colères, que ce soit dans les pompiers, les forces de l'ordre, l'éducation nationale, à l'hôpital, ce qui fait que ce temps-là de la réforme où on devrait encore pouvoir discuter, voilà, c'est un petit peu la bombe à retardement qui nous explosait à la figure. Donc j'aimerais bien que dans cette réforme, on n'oublie pas ce qui a déjà été acquis. Je donne juste l'exemple, la retraite des femmes. On sait que 20% vont travailler jusqu'à 67 ans. Dans la réforme, avec les points, on pourrait faire en sorte que le temps, avoir le taux plein, ce soit 64 ans. Que certes, il faut calculer sur toute la retraite, mais le temps de la maternité donnerait des points. Avoir un enfant et s'en occuper jusqu'à l'âge de 3 ans, le premier, le deuxième et jusqu'à 6 ans pour le troisième donnerait des points. Il y a tout un tas de choses comme ça. Quelqu'un qui s'arrête pour aider une personne handicapée ou en situation de handicap donnera des points. Tous ces temps hachés, tous les trous dans la carrière d'une femme donneraient des points pour pouvoir avoir la retraite la plus complète possible. La pension de réversion, c'est 70%, sans condition de ressources. Tous ces moments-là, ces points-là qui ont été acquis, moi j'espère qu'on ne va pas les perdre. Ce serait quand même dommage de dire aujourd'hui, on efface la réforme et puis on va dire dans la rue aux femmes, vous allez toutes aller travailler jusqu'à 67 ans, les petites pensions, vous allez travailler encore jusqu'à 67 ans. Ça, en tant que syndicaliste CFTC constructif, je peux pas entendre ça. Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas mis tout le monde contre lui? Je ne sais pas s'il a mis tout le monde contre lui. En tous les cas, on parlait de pédagogie, c'est pas un bon pédagogue. Du moins, le gouvernement n'a pas su trouver le bon calendrier pour faire avancer cette réforme. Et surtout, c'est quand on est sur une réforme, on ne vient pas rajouter quelque chose comme le paramétrique où on dit, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on va dire à quelqu'un, si vous n'allez pas travailler jusqu'à 64 ans, vous l'arrêtez à 62 ans, on vous enlève 10% de votre retraite à vie. C'est-à-dire que j'ai une retraite, voilà, on va dire 2800 €, vous aurez 180 € de moins par mois jusqu'à votre mort. Mais à l'inverse, vous partez à 64 ans si vous avez vos trimestres. Oui, tout à fait. Et qu'a fait cette personne pour mériter ces 180 € de moins? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui fait que ce soit moins que 180 € de moins et qu'à 64 ans, ça s'arrête, comme on l'a fait pour la Gircarco, quelque chose de temporaire, un abattement temporaire? Il faut trouver des solutions. Comme je disais tout à l'heure, le cocktail, on a apporté, on a des réserves. On a des réserves, il ne faut pas les laisser dormir. Il faut qu'elles servent dans des situations dramatiques. Il faut se servir des réserves pour construire cette réforme. Et en cas de soucis financiers, il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on regarde
faire les choses correctement. Ceux qui vont gérer le conseil d'administration, la holding de ce gros mammouth, on va dire, des organisations de ces 42 régimes, ils vont avoir un pouvoir bien évidemment décisionnaire. On a déjà demandé que dans la loi, il y ait une règle d'or, c'est que la valeur du point ne puisse pas baisser. Mais comme à l'ARCO, le fait qu'il y ait un problème financier, c'est pas que c'est mal géré. Le fait qu'il y ait un problème financier sur les retraites, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'actifs, il y a trop de chômeurs malheureusement, donc il y a moins de cotisants. Il faut remettre les choses à un moment donné. Alors Gilles, le président... Je voudrais dire un mot sur cet échange. Je trouve ça assez intéressant parce que ces deux femmes, toutes les deux de bonne foi, disent des choses totalement différentes sur la même réforme. C'est-à-dire, on a d'un côté de la table Madame Vénédité qui dit tout est acheté, il faut absolument tout déchirer et recommencer à zéro. Et de l'autre côté, sur le même texte, Madame Coton qui dit il y a plein de trucs bien dans cette réforme et ça serait dommage qu'à cause de problèmes réels d'équilibre financier, on s'en passe. C'est dire la complexité des choses parce que toutes les deux sont certainement de bonne foi. Le texte est le même et chacun y voit des choses extrêmement différentes. Vous vouliez revenir aussi sur une phrase prononcée par le président. Oui, dont on n'a pas parlé tout à l'heure quand vous m'avez demandé ce que je retenais de ce discours. J'ai oublié quelque chose que l'AFP me rappelle opportunément. C'est vrai que le président a dit « Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale ». Alors que veut-il dire? Eh bien voilà, et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions à ce sujet. À mon avis, il parle des problèmes de communautarisme. Alors là, c'est mon interprétation puisqu'on n'a pas plus de détails. Je me souviens qu'au discours devant l'Association des maires de France il y a quelques mois, il avait parlé de ces problèmes de communautarisme. C'était au moment de la polémique sur l'interdiction des listes communautaires pour les élections municipales. Il avait dit non, qu'il ne le ferait pas parce qu'il n'y avait pas de base légale pour le faire, qu'il était compliqué d'interdire des listes communautaristes, mais qu'il prendrait d'autres initiatives pour lutter contre le communautarisme. Je pense qu'il parle de la même chose. Donc c'est le deuxième teasing en un mois où il nous dit qu'il prendra des décisions. Et bien maintenant, il faut qu'il les prenne et qu'on sache ce que c'est. Est-ce que ce conflit social va bousculer les municipales ? Certainement. Bousculer, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que ça aura une incidence sur les municipales. Alors les candidats, souvent, enfin, quand ils sont les candidats à La République En Marche, se rassurent. Je pense à Benjamin Griveaux, par exemple, qui dit que personne ne votera pour les municipales en fonction de ce débat sur les retraites. Je n'en suis pas sûr parce que ça impacte le quotidien des Français, ne serait-ce que les grèves, les problèmes de transport, ça impacte le quotidien des Français. Forcément, alors les municipales sont le scrutin le plus détaché des enjeux nationaux. On vote davantage pour son maire que pour le gouvernement en place. Mais quand même, ce n'est jamais complètement détaché. Il y a toujours une petite base de national dans la partie de son vote. Donc oui, forcément, ça aura des incidences. À mon avis, pas énorme, parce qu'on voit ce qui se profile pour les municipales, c'est-à-dire un très fort soutien aux élus en place. La campagne sera courte. Ce mouvement social va avoir une conséquence, c'est qu'il va raccourcir la campagne des municipales. Parce qu'on a vu, on est encore parti au moins jusqu'à fin janvier. Les municipales, c'est mi-mars, donc il restera quoi? 4-5 semaines de campagne. C'est très court, la campagne sera très courte et les campagnes très courtes, généralement, favorisent les élus en place. Donc, si je dois donner une réponse à votre question, non, je ne pense pas que ça aura une influence énorme, finalement. On a beaucoup entendu parler du deuxième acte du quinquennat, où le président serait à l'écoute, où il se mettrait au même niveau. Est-ce que c'est le cas pour vous aujourd'hui ? Là, vu les mots qui ont été prononcés ce soir, pas tellement, puisqu'ils confirment en fait les propos qui eux-mêmes suscitent de la contestation. Donc on a du mal à trouver de l'écoute dans ces mots-là. Et même les annonces qui sont faites, je pense par exemple sur l'éducation nationale, ne montrent pas une très grande écoute à la réalité du terrain, puisqu'elle repousse un certain nombre de décisions, notamment la revalorisation sur bon nombre d'années, ce qui ne nous satisfait pas. Donc là encore, on est dans des éléments de langage qui sont très bien rodés, mais qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Votre sensation? Je pense de toute façon qu'il ne peut pas être pire qu'en début de quinquennat où il ignorait totalement les partenaires sociaux. Donc je pense qu'il nous a découvert d'une certaine façon. Alors certains, il les a découverts peut-être dans la rue, nous autour d'une table en train de discuter. On espère que ça continuera comme ça. En tous les cas, il doit bien se rendre compte que le pays ne peut pas se faire sans la pluralité des organisations syndicales avec toutes nos différences, comme la pluralité politique. Et je pense que la pluralité syndicale, c'est une richesse en France. Je vous remercie Pascal Vauton, je vous remercie Sophie Vénédité, merci Gilles Borchane d'avoir été avec nous, merci. Merci à toute la régie pour cette édition spéciale. Et puis on va laisser la place à Martin Baumer et toute son équipe pour le 21h minuit. Et puis évidemment, on vous souhaite déjà un petit peu en avance, désolé pour les superstitieux, une très bonne année. Bonne fête. Bonne fête à vous.